Je remercie également Karim et les intervenants d'avoir organisé ce webinaire. Je sais que vous avez énormément de questions par rapport à ce nouveau règlement. Nous y avons travaillé depuis plus de 2 ans. D'ailleurs, comme vous le savez, nous avons également demandé au Conseil régional de mettre enfin, nous avons mis en place, avec l'aide du Conseil régional, d'une action collective pour pouvoir vous aider et vous permettre d'avoir des spécialistes pour vous accompagner sur toutes vos interrogations et toutes vos problématiques. J'espère que vous m'entendez bien. Hein? On n'entend pas? Oui, c'est bon, merci. Oui, Sadia, on t'entend très bien. C'est bon là? C'est bon? Oui, c'est bon. Allô? Ok. Alors, je recommence ou vous avez quand même entendu quelques bribes? On a tout entendu, normalement. Oh, ok, alors c'est parfait. Donc, comme je le disais, je pense que les questions sont nombreuses. Malheureusement, dans le cadre de ce webinaire, on ne peut pas répondre à toutes les questions, mais ceci dit, vos questions vont être traitées. On peut très bien imaginer d'organiser un deuxième webinaire sans aucun problème. Je tiens aussi à vous parler de nos actions par rapport à RD MENA et de la fusion de RD MENA dans le nouveau cluster qui va vous représenter dans l'avenir avec une force de frappe assez importante qui est Aliciena et qui est présidée aujourd'hui par Christian Filatro. La région aujourd'hui fait tout son possible pour que le volet des dispositifs médicaux soit inscrit dans le chapitre industrie de la santé, donc du futur. Donc, je vous confirme que vos travaux et donc vos développements et vos innovations sont vraiment dans le scope des prérogatives donc du Conseil régional. Et donc, je recommence encore, et enfin, je remercie du fond du cœur de toutes les personnes qui sont aujourd'hui, qui nous accompagnent et qui nous encouragent à œuvrer dans cette thématique des dispositifs médicaux. Donc, je pense que je vais laisser la parole à Karim pour qu'il puisse introduire donc les intervenants, et n'hésitez surtout pas à revenir vers nous si vous avez la moindre question ou la moindre problématique. Merci et au revoir et bon webinaire. Merci beaucoup Sadia pour cette introduction. Sadia, c'est la présidente du cluster RD MENA et aussi de la société Atoxygène qui est membre du cluster. Donc, voilà, à mon tour de vous remercier vous êtes très nombreux à vous inscrire à ce webinaire. J'ai bien noté toutes vos attentes, toutes vos questions, et d'ailleurs, ils ont été transmises à nos deux intervenants. Et nous, on s'engage à vous envoyer un petit fichier par la suite de ce webinaire avec des éléments de réponse. Si on n'a pas eu le temps d'y répondre pendant le webinaire, on en fera une foire aux questions qui sera publiée, qui vous sera transmise. Alors, comme on l'a dit dès le départ, ce webinaire est vraiment une introduction et notre objectif est de vous présenter de manière très pédagogique le parcours du DM depuis l'idée jusqu'à sa mise sur le marché, mais de manière très macro. Il est bien entendu qu'en une demi-heure et 2 fois un quart d'heure, c'est quasiment impossible de faire tout le tour, mais notre objectif, c'est de vous donner une vue un peu d'ensemble. Pourquoi ce webinaire? C'est parce que avec la crise du Covid, il y a eu le développement d'un certain nombre de dispositifs médicaux qui ont été faits dans le cadre de court-circuit réglementaire, parce que la situation exceptionnelle, il y a règles exceptionnelles, mais dans la vie de tous les jours, on ne met pas sur le marché un DM aussi rapidement. Donc, c'est un marché qui est porteur et il y a des personnes qualifiées pour vous accompagner, vous aider dans les différentes phases de ce développement. Alors, nous avons le plaisir aujourd'hui d'accueillir deux personnes qualifiées parmi une liste
de consultants et de fabricants. Jean-François Biran, qui est président d'Exical, qui est une société dédiée aux prestations de services en assurance qualité et qui définira le dispositif médical et présentera la réglementation qui accompagne son développement, donc depuis l'idée jusqu'à la mise sur le marché. Puis nous aurons aussi le plaisir d'accueillir Constantin Sipo, qui est directeur de Rescol Manufacturing. Rescol Manufacturing propose une large gamme de prestations qui va de la R&D jusqu'à la caractérisation, en passant par le prototypage, la fabrication de dispositifs médicaux et biomatériaux, et qui, lui, nous expliquera le parcours du développement d'un DM et les opportunités pour les industriels qui souhaitent s'engager sur cette voie. Bon, après leur intervention, nous ouvrirons la voie au débat à travers soit vos questions directes, orales ou par chat. Donc, n'hésitez pas à envoyer aussi vos questions par chat. Julien va se charger de les noter et de les synthétiser. Alors, ce webinaire, il sera enregistré et donc il sera disponible aussi en replay. Et comme je le disais, vos questions feront l'objet d'une foire aux questions et ils seront publiés par la suite. On vous enverra le lien pour récupérer et la vidéo enregistrée et la réponse à l'ensemble des questions qui seront posées. Voilà, je crois que j'ai fait un peu le tour. Voilà, je voulais juste, avant de démarrer, remercier nos partenaires, hein, le Conseil régional bien entendu, mais aussi l'Agence de développement de l'innovation, ADI, et Aerospace Valley, qui se sont tous les deux, et bien entendu l'organisateur Alicena, mais ça Sadia, tu en as parlé, donc je ne vais pas revenir dessus. Alors, sans plus tarder, je donne la parole à Jean-François Biran. Jean-François. Merci à tous de votre patience face à ce petit souci technique. Alors, j'ai essayé de prendre en compte, je suis navré, hein, j'interviens, j'ai pas entendu la présentation de Saadia et de Karim. J'espère que je ne serai pas trop en décalage par rapport à ça. Donc, j'ai essayé de prendre en compte la majorité des demandes. Certaines sont assez pointues, d'autres peut-être un peu plus basiques. Donc, du coup, j'ai fait un diaporama plutôt orienté, disons, plutôt un peu basique, et on pourra compléter lors des questions-réponses. Donc, déjà, les dispositifs médicaux, quel parcours pour ceux qui souhaitent s'orienter vers ce métier. Jean-François, oui. L'écran que tu partages, c'est pas l'écran de présentation. Je crois qu'il peut y avoir deux écrans. Ou tu essaies de désactiver le mode présentateur. Alors, je vais désactiver le mode présentateur. Est-ce que c'est ça? Sinon, en haut, il y a afficher la barre des tâches, paramètres d'affichage. Oui, je suis là-dessus. Et je crois que c'est basculer. Voilà, ça doit être ça. Basculer. Alors, est-ce que là, c'est bon? Est-ce que là, c'est correct? C'est bon. C'est bon? Oui, c'est bon. Ben, on y va. Donc, en termes de sommaire, un petit point déjà sur le marché, même si effectivement, apparemment, un certain nombre d'entre vous le connaissent. Qu'est-ce qu'on entend aussi par dispositif médical? Et je pense notamment au logiciel, puisque j'ai vu que dans l'Assemblée, il y avait un certain nombre d'entre vous qui étaient, dont c'était le cœur d'activité. Et la frontière entre ce qui est dispositif médical et ce qui n'est pas un dispositif médical. Quelle réglementation applicable pour les dispositifs médicaux et surtout ce qui intéresse tout le monde au plus haut point, quel est le parcours pour accéder au marché? Alors, les dispositifs médicaux, quel marché aujourd'hui? Je vais essayer de faire court. J'ai prévu un seul et unique petit tableau au niveau national uniquement, donc au niveau France. C'est des sources qui sont un petit peu anciennes et datent de l'an dernier, mais enfin, des choses n'ont pas tant changé. Pour comparer, vous voyez, l'industrie du médicament par rapport à l'industrie des dispositifs médicaux, l'industrie des dispositifs médicaux représente une part de chiffre d'affaires quand même non négligeable par rapport à l'industrie du médicament. Puisque, vous voyez, on est à 54 milliards d'euros pour l'industrie du médicament et 31 pour l'industrie des dispositifs médicaux. À noter, l'industrie du médicament avait tendance à stagner
depuis 2011 jusqu'à l'an dernier, est a priori en pleine, était avant le Covid à nouveau en pleine croissance. L'industrie des dispositifs médicaux, elle, est en pleine croissance. Le nombre d'entreprises, qui est intéressant aussi, l'industrie du médicament est beaucoup plus concentrée que l'industrie des dispositifs médicaux. On a beaucoup de petites structures. Par contre, en termes d'emploi, on a un nombre d'emplois qui est presque voisin de celui de l'industrie des dispositifs médicaux. Ce marché a été largement perturbé par le Covid, avec des difficultés sanitaires. Donc, il y a eu un très fort besoin en masques, en respirateurs, enfin, en tout un tas de dispositifs. Et du coup, ça, c'est important à prendre en compte aujourd'hui. Il y a tout un tas de dérogations qui étaient totalement inconcevables jusqu'alors qui ont été réalisées. On peut fabriquer des respirateurs sans tester forcément leur efficacité ou avec du moins des niveaux de test qui sont très très réduits par rapport à ce qu'on fait d'habitude. Attention, ces dérogations ne vont pas être prolongées dans le temps, donc il faut vraiment prendre en compte, si vous voulez vous lancer sur ce marché, il faut prendre en compte la réglementation actuelle. Le dispositif médical. Alors, votre produit déjà est-il un dispositif médical? Je me suis basé sur la définition du règlement 2017-747, qui est le règlement qui va régir à partir de 2021 les dispositifs médicaux en Europe. Donc, est considéré comme un dispositif médical, vous voyez, c'est extrêmement vaste. Ça peut être un instrument, un équipement, un logiciel seul, peut être un dispositif médical, un réactif. Et puis, comme si ça suffisait pas, tout autre article qui est destiné à des fins suivantes. Alors, quelles sont ces fins? Des fins qui peuvent être de diagnostic, de prévention, de contrôle, de pronostic. Soit d'une maladie, soit d'atténuation d'une blessure ou des handicaps, par exemple des prothèses, des orthèses. Investigation, remplacement d'une structure ou une fonction anatomique. Exemple, un anus artificiel, ou la même chose effectivement pour un rein artificiel, un cœur artificiel par exemple, ou une communication d'informations qui permet de faire communiquer donc des résultats par exemple d'échantillons, y compris le transport de dons d'organes, de sang, de tissus, donc sont aussi des dispositifs médicaux. Et ce qui est très important, c'est la dernière phrase, c'est dont l'action principale n'est pas obtenue par des moyens pharmacologiques ou immunologiques ou métaboliques. Donc, ça veut dire qu'on peut avoir en accessoire un médicament, mais le médicament ne doit pas être l'essentiel, si vous voulez, de l'activité de votre produit. Un exemple, je fabrique une tige fémorale. Cette tige fémorale est enduite d'un antibiotique. Ce n'est pas l'action principale, c'est une action mécanique. Donc, c'est un dispositif médical. Le même antibiotique administré, mettons en seringue, sera effectivement un médicament, alors qu'on utilise une seringue pour l'envoyer dans l'organisme, mais on considère que l'action principale, c'est l'action antibiotique. Le cas des logiciels, puisqu'il y avait beaucoup de questions à ce sujet, donc c'est être une utilisation à des fins médicales. Donc votre logiciel, il doit permettre par exemple un diagnostic, un traitement ou un aide au traitement. Un logiciel par exemple qui connecte des données de glycémie pour derrière vous dire il faut prendre la dose à telle heure, ou qui envoie directement les données au médecin pour que derrière il puisse ajuster un traitement. Ça, c'est un logiciel, disons, à des fins médicales, dont le résultat, et ça c'est très important, va être au bénéfice d'un seul patient. Donc, un logiciel qui permet de connecter des données médicales pour derrière faire des synthèses de données, faire des évolutions, des comparatifs de traitement, s'il n'est pas destiné à un seul patient, n'est pas considéré comme un dispositif médical. Il faut aussi qu'il effectue une action sur les données entrantes. Donc, si c'est uniquement collecter, par exemple, des données de glycémie pour les envoyer à votre médecin, c'est pas un dispositif médical puisqu'il n'y a pas d'action sur les données. Si, par contre, les mêmes données sont collectées
et derrière propose un diagnostic ou propose une évolution de traitement, ça devient un dispositif médical. Donc, ce qui n'est pas un dispositif médical, c'est si c'est uniquement, par exemple, destiné à rappeler les heures de prise de traitement, c'est pas un dispositif médical. Si c'est uniquement ce qu'on voyait communiquer des données sans fonction d'alerte auprès d'un médecin, c'est pas non plus un dispositif médical. Mais ce qui est peut-être plus difficile à saisir, c'est des logiciels qui permettent d'aider à la pratique d'entraînement sportif ou physique, dont les fonctionnalités sont uniquement à amélioration des performances sportives. Par exemple, quel protocole pour diminuer le risque cardiaque, pour augmenter la capacité pulmonaire, ce ne sont pas non plus des dispositifs médicaux. Et ce qu'on voyait tout à l'heure, si on aboutit sur un groupe de patients à des visées statistiques, par exemple pour une étude épidémiologique, ce n'est pas non plus, c'est un logiciel qui permet de faire de la clinique, mais qui n'est pas un dispositif médical. Et si également on a pour objectif le seul stockage, archivage de données, je prends un exemple, un système qui permet uniquement de faire un archivage de clichés de radiologie, d'IRM, de scanner à l'hôpital. S'il ne fait que du stockage, sans retraitement de données, ce n'est pas non plus un dispositif médical. Toujours pour les logiciels, un logiciel qui va piloter par contre un dispositif médical va être considéré comme un dispositif médical au même type que l'EDM avec lequel il est utilisé en combinaison. Donc je prends un exemple, votre logiciel est un logiciel qui permet d'utiliser un appareil radio, qui permet de piloter un respirateur. Il sera considéré non pas comme dispositif seul, mais ce sera le dispositif avec son logiciel qui sera considéré comme dispositif médical. Ou doté de plusieurs fonctionnalités ou modules, l'analyse du statut se fera en fonction de chacune de ces fonctionnalités, sachant qu'un logiciel, par exemple, peut avoir une partie de ces fonctionnalités qui vont être considérées comme dispositif médical, une partie qui ne le sont pas. Alors, ce qui est important aussi, le risque lié à l'utilisation d'un logiciel n'est pas un critère de qualification. Donc, si par exemple vous perdez vos données, vos radios à l'hôpital, effectivement, c'est un risque qui est très important, mais c'est pas pour autant que, compte tenu de ce risque, votre produit sera considéré comme dispositif médical. Attention, le statut peut être différent selon les pays ou les groupes de pays, y compris à l'intérieur de l'Union européenne. Juste pour prendre un exemple, j'ai un exemple chez un de mes clients où le même produit, c'est exactement il n'y a aucune caractéristique qui change. C'est un produit qui sert pour l'hémostase et qui est imprégné d'antibiotiques. Dans certains pays, c'est un médicament. Dans d'autres pays de l'Union européenne, c'est un dispositif médical. Alors, a fortiori, si on va vers d'autres pays. Quelques mots sur la réglementation des dispositifs médicaux. On pourrait y passer des heures, mais je vais essayer de faire court. Alors, elle est basée sur, déjà, suivant les pays, dans tous les pays, on prend en compte, bien entendu, le risque patient. Donc, notamment, les deux pays qui sont considérés comme les plus difficiles d'accès au monde, qui sont les USA et le Brésil, mais également en Europe, au Canada, en Australie, Nouvelle-Zélande, Taïwan, en Inde, etc. Il y a simplement une particularité du groupe, entre guillemets, ce qu'on pourrait qualifier du groupe Europe, qui prend en compte aussi la satisfaction du client. Ça, c'est lié à l'utilisation de l'ISO 13485 comme exigence pour le système de management de la qualité, qui est basé sur l'ISO 9001. Donc, comme on prend comme socle l'ISO 9001, on tient compte également de la satisfaction du client. Quelques mots sur les deux blocs mondiaux dont on a parlé. En Europe, le mode de fonctionnement réglementaire est basé donc encore maintenant sur la directive 93/42 CE, qui est une vieille directive puisqu'elle date de 1993 et l'application est obligatoire depuis 1998.
et le règlement européen qui constitue quand même une sacrée avancée, une sacrée montée en puissance, disons, de la réglementation européenne qui devait être appliquée en mai 2020 et dont le report a été réalisé sur un an, donc jusqu'en mai 2021. Jusqu'en mai 2021. On est aussi en Europe, ceux qui se sont déjà frottés au marché européen l'ont constaté, on est très normatif et notamment il faut tenir le plus grand compte des normes dites harmonisées. Harmonisées, ça veut dire que ce sont des normes qui, si on les suit, sont considérées comme répondant aux exigences de la directive puis du règlement européen. Une petite remarque au passage, on a aujourd'hui des normes harmonisées directives, mais malheureusement, le CNELEC vient de décliner sa mission pour harmoniser les normes dans le cadre du nouveau règlement. Donc, pour l'instant, on risque de démarrer en 2021 le nouveau règlement en l'absence de normes harmonisées. Aux USA, c'est à la fois plus simple et plus complexe. Il y a des lois, il y a les codes des lois fédérales, les fameux 21 CFR 820 que tout le monde connaît, qui sont les exigences qualité quand on va aux États-Unis. Mais il y a aussi tout un tas de guidelines, des textes liés à l'état de l'art, les retours d'inspection. L'inspection américaine, la FDA, considère que tout ce qui est publié et qui vient de chez eux ou qui vient d'associations qui ont pignon sur rue, on considère que si les fabricants se sont donné ces règles comme état de l'art, ben, il faut le suivre. Ou alors, il faut justifier pourquoi on ne le fait pas. Donc, c'est à la fois plus simple, mais aussi plus compliqué si on prend en compte tout ça, qui est un peu le dédale de l'état de l'art. Dans le cas des logiciels, puisqu'il y avait une question là-dessus, il y a une norme clé qui a été soulignée en jaune, qui est la NFEN 62304, qui prend en compte la gestion du risque des logiciels, dispositifs médicaux ou dispositifs médicaux in vitro. Les quatre autres normes qui ont été citées, donc l'ISO 13485, l'ISO 14971, l'ISO 62366 et la NFEN 601, ne sont pas spécifiques des dispositifs médicaux, mais elles sont appliquées également pour les dispositifs médicaux qui sont des logiciels. Les autorités, pour aller inspecter tout ça, sachant que c'est comme partout, s'il n'y a pas la peur du gendarme, les choses suivent plus ou moins. Aux USA, au Japon, au Canada, en gros, dans pratiquement tous les pays du monde, on a une autorité compétente et c'est tout. En Europe, c'est un petit peu plus compliqué, on n'a pas une, mais deux autorités. On a l'autorité compétente, mais qui n'a pas vocation, la plupart du temps, à examiner votre dossier de marquage CE. On a surtout à côté un organisme notifié qui va vous donner le marquage CE et qui va auditer également votre système de management de la qualité. L'autorité compétente n'est là que pour examiner certains dossiers particuliers à haut risque de marquage CE et pour effectuer des inspections, mais pas de façon régulière. Donc, la classification des dispositifs médicaux, elle suit, quel que soit le pays, la criticité. En Europe, on va avoir 4 classes qui sont les 1, 2A, 2B et 3. Juste pour prendre un exemple, au Canada, par exemple, on va avoir 4 classes également qui sont 1, 2, 3, 4. Aux États-Unis, par contre, on n'aura que 3 classes qui sont les 1, les 2 et les 3. Dans tous les cas, la classe 1 est la classe de plus bas niveau de criticité. La classe 3 est la classe de plus haut niveau de criticité. Par contre, un produit de classe 3 aux États-Unis n'est pas nécessairement un produit de classe 3 en Europe. Pareil pour les produits de classe 1, il y a parfois quand même quelques produits qui changent de classe en fonction des pays. Le parcours pour accéder au marché. Ce parcours, alors j'ai essayé de vous faire un parcours, non pas un parcours classique, mais ce qui serait mes préconisations pour atteindre ce marché,
Donc, comment s'y prendre? Surtout, ce qui est essentiel dès le départ, dès que vous avez une idée à peu près précise de ce que va être votre produit, avant même d'avoir développé le produit, avant même d'avoir fait des prototypes, faites une roadmap. De quoi on part, de quoi on va avoir besoin, à quelles étapes, de quelles ressources, notamment humaines, on aura besoin, soit en termes de conseils, soit en termes de personnel permanent, et quels vont être les apports de fonds dont on va avoir besoin aux différentes étapes. Si on ne fait pas ça, c'est honnêtement aujourd'hui prendre un très haut niveau de risque, sachant que malheureusement, il y a de très très bonnes idées pilotées par des gens excessivement compétents dans leur métier qui échouent parce que on n'a pas fait justement cette roadmap. Et à un moment donné, il y a un point qui va bloquer. Je prends juste un exemple d'un de mes clients qui a fait un système un peu particulier pour la conservation d'organes, qui est un excellent professionnel, un excellent technique, c'est un excellent produit, qui a toutes les chances malheureusement d'échouer, tout simplement parce qu'il n'a pas prévu l'appel de fonds au bon moment. Et donc là, ils ont démarré ce projet avec, je ne veux pas dire de bêtises, un budget de l'ordre de 300 000 euros, alors qu'il faudrait plusieurs millions d'euros pour atteindre l'objectif. Donc du coup, ils n'ont pas suffisamment de ressources humaines, ils n'avancent pas, ils sont en train de se décourager, et franchement, c'est dommage parce que le produit est absolument superbe. Donc il faut réunir toutes les compétences nécessaires. Parmi ces compétences, il y aura forcément des compétences médicales. Les compétences techniques métiers, en général, on les a. Si vous êtes développeur de logiciels, en général, les compétences informatiques, vous les avez. Pas forcément des compétences en termes de validation de logiciels, mais au moins pour le développement. Par contre, si c'est un produit implantable ou un produit au contact de la peau, par exemple, il va falloir s'assurer de la biocompatibilité de votre produit. Et là, si vous n'avez pas cette expertise, il faut aller chercher des experts de biocompatibilité correspondant à votre type de dispositif. Assurance qualité, là aussi, ne démarrez pas en assurance qualité les yeux fermés, même si vous avez l'habitude de l'assurance qualité dans des domaines proches, comme par exemple l'aéronautique, il y a des subtilités, des particularités liées aux dispositifs médicaux qu'il faut adresser. Et si vous n'avez pas cette expertise, il faut aller chercher des experts. Pareil pour tout ce qui est réglementaire, notamment la constitution de votre dossier technique. Pareil pour la clinique, la clinique est un vrai métier. Et il faut s'adresser là aussi, soit il faut intégrer des experts cliniques dans votre équipe, soit il faut aller chercher ces experts à l'extérieur. Et surtout, ne pas mésestimer les experts financiers. De manière, il faudra, lors de la roadmap, chiffrer, même globalement, si vous voulez, les différentes étapes et les appels de fonds qui vont être nécessaires. Et prenez des gens dont c'est le métier d'aller chercher les sous au bon moment. N'y allez pas seul si ce n'est pas votre domaine d'expertise. Donc, à quoi ça ressemble un peu cette roadmap? J'ai essayé de faire quelque chose d'assez générique. De toute façon, vous allez toujours démarrer par une idée. Cette idée, il va falloir la développer. Dès le départ, vous voyez en vert dessous, il va falloir établir au moins une partie du système de management de la qualité pour que la conception de votre dispositif soit réalisée dans le cadre d'un système de management de la qualité ISO 13485 si vous allez dans le monde, excepté USA et Brésil, et conforme au 21 CFR 820 ou l'équivalent brésilien si vous allez aux USA ou au Brésil. Donc, il va falloir démontrer très tôt, penser à l'aptitude à l'utilisation. Vous voyez, au cours des phases de développement, il va falloir adresser la biocompatibilité dans certains cas, la maîtrise de la contamination si c'est un produit qui va être implantable et la stérilisation, valider votre procédé de fabrication. Vous allez avoir toujours, on n'a pas le droit d'attaquer une phase clinique tant qu'on n'a pas fait une préclinique. Il ne s'agit pas, l'objectif en clinique, vous avez déjà un produit dont on a pu démontrer sur les études précliniques qu'il était sûr et vous voulez simplement étudier les variabilités d'un patient à l'autre sur un groupe de patients. L'objectif n'est pas de débugger, si vous voulez, le produit lors des études cliniques, ce n'est pas autorisé par les autorités. Et de toute façon, il faudra déposer une demande auprès des autorités, en France auprès de l'ANSM,
pour avoir le droit de faire des études cliniques. Pardon. Excusez-moi, un petit souci technique, voilà. Une fois que vous avez fait tout ça, que vous êtes arrivé au bout du bout, il va falloir demander deux choses à votre organisme notifié. D'une part, l'évaluation de votre dossier technique, d'autre part, un audit de l'organisme notifié de votre système de management de la qualité. Et c'est que lorsque ces deux conditions seront réunies, que vous aurez obtenu votre marquage CE que vous pourrez commercialiser. Pour autant, c'est pas parce qu'on a obtenu le marquage CE que tout est terminé. Vous allez devoir, entre autres, lié entre autres à la mise en place du nouveau règlement, faire notamment un suivi, une surveillance après commercialisation et notamment un suivi clinique post-commercialisation qu'on va voir tout à l'heure. Donc, pour l'obtention du marquage CE, vous allez avoir, donc vous devez constituer un dossier technique dont on va voir les grandes lignes tout à l'heure, enfin juste après. Ce dossier sera uniquement évalué par l'organisme notifié. À noter, sans mauvais jeu de mots, que vous avez le choix de l'organisme notifié. Il suffit que ce soit un organisme notifié désigné dans l'Union européenne pour décerner des marquages CE pour des dispositifs médicaux qui correspondent à votre catégorie. Attention, certains organismes notifiés couvrent la totalité des dispositifs médicaux. Certains dispositifs médicaux, je pense entre autres à un organisme italien par exemple, qui ne couvre pas les dispositifs médicaux de classe 3 ou certains dispositifs médicaux de classe 3. Pour les dispositifs médicaux de classe 3, l'organisme notifié fait d'abord un premier examen et transmet après à une autorité compétente, qui peut être une autorité compétente maintenant de votre choix. Ce n'est pas nécessairement celle du pays où est installé l'organisme notifié, pour examiner donc également votre dossier technique. Vous allez avoir donc l'audit de certification ISO 13485. Attention, non seulement vous, en tant que fabricant légal, vous serez concerné, mais les sous-traitants majeurs seront également concernés. Donc, si vous envisagez de faire de la sous-traitance pour des fabricants de dispositifs médicaux, vous serez également concerné par la certification ISO 13485. Le dossier technique, quelques éléments clés, si vous voulez. Globalement, il faut recueillir 3 preuves. Première preuve, c'est la preuve technique, que votre dispositif fonctionne et atteint ses spécifications. Et notamment, il faut valider les procédés de fabrication, de contrôle et valider les systèmes d'information. Je passe très rapidement, on pourrait y passer des jours, mais compte tenu de notre temps limité, j'ai pas le choix. Il faut obtenir également la preuve biologique que votre produit atteint ses spécifications. Aujourd'hui, si par exemple vous avez un implant qui est usiné puis nettoyé pour être implanté, je dis n'importe quoi au niveau de l'os, il va falloir démontrer que les résidus de nettoyage, sachant qu'il en reste toujours une petite quantité, ne sont pas toxiques pour l'usage qui va être fait de votre dispositif. Et il faut également une preuve clinique, la preuve de l'efficacité obtenue d'abord en préclinique, c'est obligatoire, puis en phase clinique. C'est très difficile au jour d'aujourd'hui, j'ai vu des questions à ce sujet, d'échapper aux essais cliniques. Il faut qu'on ait un produit qui soit quasi identique, fabriqué de façon quasi identique, qu'on ait tous les éléments pour pouvoir comparer. Donc, si c'est un produit de votre concurrence, inutile de dire que vous n'aurez pas les éléments, notamment le détail du procédé de fabrication, pour échapper effectivement à la clinique. Donc, si c'est un produit innovant, dans la quasi-totalité des cas, vous aurez l'obligation de faire des essais cliniques, ce qui représente un coût conséquent, j'en ai conscience. Dans le cadre de l'audit du système de management de la qualité, si vous avez l'habitude du système ISO, vous allez retrouver la structure ISO. En gros, on a pris le socle ISO sur lequel on a rajouté des éléments spécifiques liés aux dispositifs médicaux. Vous allez commencer donc par envoyer un dossier à l'organisme notifié de votre choix, qui va évaluer déjà le dossier. Si on passe cette étape de l'évaluation du dossier,
vous allez avoir un audit en 2 étapes. D'abord, une préévaluation du système qualité pour voir si tout est dans les clous. Et en gros, vous laissez la possibilité de rectifier un certain nombre de choses pour, lors de l'étape 2, évaluer, alors là, en détail, votre système qualité. Et là, de 2 choses l'une, soit vous avez 0 non-conformité majeure et vous allez avoir votre certification. Si vous avez au moins une non-conformité majeure, vous ne pouvez pas avoir dans l'immédiat votre certification. À titre d'exemple, un contenu de système de management de la qualité, en Europe, vous êtes obligé d'avoir un manuel qualité, de gérer, d'avoir un découpage selon des processus, des procédures, instructions de travail. Ce qu'il faut noter, c'est que de toute façon, tout doit être tracé, tout doit être justifié en santé. Là aussi, on pourrait y passer des heures. Je suis désolé, je suis obligé de passer au sujet suivant, qui est, après commercialisation, quelles sont les grandes lignes qui vont vous être demandées? Eh bien, le suivi clinique après commercialisation, dans tous les cas, vous êtes obligé d'avoir, dès d'ailleurs le dépôt de dossier de marquage CE, un plan d'évaluation clinique, et l'organisme notifié va évaluer la pertinence de votre plan d'évaluation clinique. Donc, quels sont les sites que vous allez suivre? Quels sont les types d'essais que vous envisagez ou pas de réaliser? Quels sont les types de données que vous allez collecter auprès de vos clients? Donc, vous allez collecter notamment des données bibliographiques, mais ça ne suffit plus aujourd'hui. Le suivi clinique de vos propres produits, quel est par exemple le taux de rejet, mettons, de mon implant, quel est le taux d'erreur de mon dispositif médical sur tel ou tel type de données. Des données aussi, il faut avoir les données cliniques des produits concurrents. Alors, ça paraît bizarre, mais ces données seront, lorsqu'elle sera disponible, lorsqu'elle sera fonctionnelle, disponible sur Eudamed. Donc, vous aurez accès aux données cliniques des produits concurrents, ce qui permettra de vous comparer. Si, par exemple, le taux de casse de votre dispositif, de votre implant est de 0,01% et que vous êtes à 0,05%, vous allez être à 5 fois plus que la moyenne. Donc, vous allez avoir forcément un progrès à réaliser. La collecte aussi de signaux cliniques, y compris signaux cliniques faibles. Juste pour donner un exemple, sur les masques, on a constaté un signal clinique faible. C'est une augmentation des chutes des personnes âgées, puisque le masque va quelque part gêner la vision, notamment en partie basse. Et si un trottoir, vous ne le voyez pas bien, et donc vous allez chuter. Et également collecter les données de l'évolution et l'état de l'art. Dans cet état de l'art, je peux prendre l'exemple, vous avez un dispositif qui fonctionne toujours très bien, dont les données de fiabilité sont stables, sauf que maintenant vous avez une technique chirurgicale qui utilise un autre type de dispositif qui est beaucoup plus performante et qui a un ratio bénéfice-risque bien plus favorable que le vôtre. Il faut que vous suiviez au fil de l'eau, tous les mois, tous les 3 mois, tous les ans, votre rapport bénéfice-risque. Et lorsque ce rapport bénéfice-risque devient défavorable, vous devez soit améliorer votre dispositif, soit prendre vous-même la décision de le retirer du marché sans attendre que les autorités vous y obligent. Après la commercialisation, vous devez également réaliser une vigilance. Donc, la vigilance pouvant conduire au retrait de l'eau si, par exemple, on constate qu'il y a eu entre guillemets, une mauvaise série sur un lot un ou plusieurs lots de produits. Toujours dans le but de protéger le patient. On doit avoir aussi un réaudit du système de management de la qualité tous les ans. Donc, si vous voulez un certificat ISO 13485, c'est comme un certificat ISO, il est valable 3 ans. Première année, c'est le full audit. À J+1, audit plus restreint de suivi. À J+2 ans, et au bout de 3 ans, on perd son certificat et on redémarre pour un nouveau certificat. Pour le marquage CE, on n'est pas forcément synchrone. On peut avoir, après examen de votre dossier technique, une validité jusqu'à 5 ans. L'autorité compétente peut également, c'est ce qu'on voyait en début sur les premiers slides, inspecter. L'inspection est possible, mais elle n'est pas forcément régulière.
Par contre, l'autorité compétente, l'organisme notifié a le pouvoir de retirer un marquage CE s'il estime que votre produit présente trop de risques ou ne fournit pas toutes les données nécessaires. L'autorité compétente peut également et de façon indépendante arrêter la commercialisation d'un ou plusieurs produits, voire même arrêter l'activité d'une société entière. Pour en terminer avec le parcours sur le dispositif médical, votre dispositif il va vivre, donc probablement vous aurez des modifications à réaliser. Il vous appartient, alors je n'ai pas le temps matériel de rentrer dans les critères, de déterminer si les modifications sont mineures ou non. En cas de modification majeure, les modifications doivent donner lieu à un dossier technique modifié qu'il va falloir envoyer à l'organisme notifié, attendre son aval avant d'avoir le marquage CE pour ce dispositif médical modifié et donc d'avoir l'autorisation de le mettre sur le marché. Voilà quelques statistiques, quelques retours d'inspection de la NSN pour les organismes notifiés. Je n'ai pas ces données. On voit que globalement, le système documentaire est une part importante. La validation des systèmes d'information est également une part importante d'injonction. Injonction, quand vous avez une injonction de la NSM, vous n'êtes pas interdit de commercialiser, mais vous avez un délai pour vous mettre en conformité, qui est en général un délai relativement court, par exemple 3 à 6 mois. Sinon, la NSM peut arrêter la commercialisation de vos produits. Il y a tout ce qui est traçabilité, et notamment la mode actuellement, c'est tout ce qui est assurer la pérennité des données. Je prends un exemple, je fais toute une étude de clinique. Les données n'ont pas été stockées sur des supports considérés comme pérennes. Ça peut complètement invalider votre étude clinique. Voilà, je suis désolé d'être passé aussi rapidement. Je vous remercie tous pour votre attention. Je vais laisser la parole à Constantin pour son expérience en tant que fabricant et je suis prêt à répondre après à toutes vos questions. Merci beaucoup Jean-François. Sans transition, Constantin, si tu veux prendre la main pour présenter ton diaporama. Ok. Vous m'entendez? Oui, on t'entend. Très bien. Constantin. Très bien. Oui, parfait. Je crois pas avoir les droits de présentateur. Ici, tu es en... Ah, alors, Parce que je ne peux pas partager mon écran. oui, c'est bon. Ah, Tu peux. Ça y est. là, c'est bon. Parfait. Parfait, parfait. Ok. Ok. Bon, bonjour à tout le monde. Vous voyez bien mon écran? Oui, c'est parfait. Oui, si on le voit bien. J'espère. Ok. Bonjour tout le monde, je suis Constantin Sipos, je suis membre du comité de direction de Rescol et directeur général de Rescol Manufacturing, qui est une filiale de Rescol. Et je voulais tout d'abord remercier RDM, ENA de m'avoir invité à partager ce moment avec vous. L'idée de ma présentation, c'est de vous montrer un peu par notre expérience comment on vit, nous, le monde du médical. Et on va retrouver beaucoup d'aspects que Jean-François a mentionnés, mais sous un angle un peu différent. Ah, voilà. Donc très vite fait, Rescol,
c'est une série de 4 entreprises. Ce qui est important de retenir, c'est qu'on fait de la caractérisation de la R&D et de la fabrication. On a une série de laboratoires, de moyens d'essai, de moyens de mise en œuvre. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de savoir, c'est que Rescoll est principalement dans le domaine de l'aéronautique espace défense. Et en deuxième marché, c'est la santé et les dispositifs médicaux. Ça, c'est une vision à 2019, mais ça n'a pas toujours été comme ça. Donc maintenant, en rentrant dans le vif du sujet, aujourd'hui, Rescoll a 25% d'activité dans le dispositif médical. Ce qui veut dire 30% du chiffre d'affaires du groupe, hein, et 27 équivalents temps plein. On est très content, mais comment on est arrivé là? C'est ça qui est important. Alors, je vais reculer jusqu'à l'année 2006. 2006, Rescoll était tout petit. On décroche un projet européen. Alors, ça a été quelque chose d'extrêmement important pour nous. Merci l'Europe. Ça nous a permis de travailler pendant 4 ans avec une série d'industriels et de prestataires de services dans le domaine du dispositif médical. Ça nous a permis d'apprendre énormément de choses, apprendre la réglementation, apprendre surtout les aspects normatifs. Nous, on est des sous-traitants, on ne met pas des produits directement sur le marché, donc on est peut-être impacté un tout petit peu moins sur la réglementation, mais énormément sur les aspects normatifs. On va voir ça là un peu plus tard, mais ça a été vraiment une courbe d'apprentissage, ce qui nous a permis de commencer, de démarrer de 0% à l'époque d'activité dans les dispositifs médicaux, d'arriver à ce qu'on fait aujourd'hui. Ça, c'est en 2006. En 2010, on décide que dépendre 80% de l'aéronautique espace défense, c'était peut-être pas la meilleure chose à faire, surtout qu'en 2010, on est déjà autour de 3 millions de chiffres d'affaires, on a commencé déjà à avoir une petite structure et que tout maintenir sur un seul marché est compliqué. Donc on décide de se diversifier, entre autres dans le domaine du médical. À l'époque aussi, et cela n'a pas changé, c'est peut-être les dimensions qui ont changé, on a beaucoup en tant que prestataire de services, beaucoup de concurrence de structures publiques, parapubliques, grassement subventionnées, en doublant le CIR, etc. Donc, on ne peut pas concurrencer ces structures-là. Donc, on décide d'élargir aussi notre niveau de TRL. Et on essaye d'avoir de la récurrence. On décide aussi d'aller sur des produits propres, mais on cherche une croissance stable. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans le dispositif médical, notamment les implantables, on est dans une croissance annuelle à niveau mondial, en moyenne, dépendant du dispositif médical, entre 4 et 8%. Donc, ce n'est pas comme le cas de l'aéronautique, si vous vous souvenez bien, Power 8, la crise de 2009, la fin des programmes avions, ils ont été tous concentrés sur une courte période, la crise Bombardier, qui lui a coûté ses avions de ligne, la crise de 737 et aujourd'hui la crise du Covid. Même si la crise du Covid a été aussi assez dommageable pour le marché dans le médical implantable. Mais on voit que dans l'aéronautique, il y a des vagues, il y a des creux, et ce qui est beaucoup moins vrai dans le médical. En 2012, on fait le pas, on rachète la société X Medical, qui est un usineur d'implants d'Urashi, et on le transforme en Rescoll Manufacturing, qui devient une société qui fait du rachis, de l'orthopédie, du maxillofacial, du dentaire, du cardiaque et de l'instrumentation médicale. Et on va intégrer beaucoup plus d'activités. On va intégrer la FAO, l'usinage, la métrologie, la finition, le packaging.
tout ça, c'est énormément d'investissement. C'est énormément d'investissement, ça ne se fait pas du jour au lendemain, ça s'étudie, ça met des années à être qualifié par vos clients. Après, on est enregistré par la FDA, on est qualifié par l'Anvisa. Ça, c'est pareil, c'est énormément de travail parce que tout le monde a ses contraintes, tout le monde veut apporter son grain de sable au système. Et finalement, on constitue une offre qui est assez globale. On va proposer du développement produit, de la qualification, du contrôle qualité et de la fabrication. Et comment ça marche tout ça? En fait, il y a un énorme investissement humain et financier. Faites votre roadmap, Jean-François a tout à fait raison, c'est extrêmement nécessaire, ça coûte cher, c'est long, le retour sur investissement n'est pas immédiat, hein, loin de là. Vous avez besoin de comprendre le marché, les exigences techniques, les aspects réglementaires, normatifs, etc. C'est hyper important. Il faut être certifié ISO 13485. Nous, dans notre cas, en tant que sous-traitant, on n'a pas d'organisme notifié, mais on a affaire à eux. On verra ça après. On ne voit pas directement la NSM, ni les autres autorités, sauf pour l'Anvisa, parce que c'est un cas un peu particulier, mais on peut être confronté à eux. Et il y a les qualifications de clients. Il ne faut pas négliger non plus tout le temps que vous devez passer à auditer et qualifier vos sous-traitants. On est dans des exigences techniques du zéro défaut. Quand on fabrique, on peut avoir dans nos chaînes des revues, des non-conformités, mais en sortie d'usine, rien doit être défectué hors spécification. C'est une industrie du zéro défaut. La durée de qualification, elle peut être très longue, mais un peu pour ceux qui viennent de l'aéronautique, un fabricant réglementaire saura vous qualifier assez vite s'il a une urgence. Hein. Là, je vous présente un diagramme qui vaut ce qu'il vaut, mais ça vous donne une idée de comment ça interagit tout ça. Donc, on a le fabricant réglementaire, celui qui a le marquage CE, celui qui a la marque, qui met le produit sur le marché. Lui, il répond à l'ANSM, à l'organisme notifié. C'est quelqu'un qu'on sous-traite pour qu'il vienne vous contrôler et vous challenger. Donc, et les hôpitaux. Bah, c'est aux hôpitaux qu'on va vendre ces produits, donc, mais les hôpitaux, ils ont des exigences aussi. Ils vous font des retours d'informations, notamment pour tout ce qui est le post-market survey. Après, un fabricant réglementaire n'a pas forcément des capacités de production. Il peut ne pas avoir aucune capacité de production et sous-traiter l'ensemble. C'est d'ailleurs très fréquent. Donc, soit il sous-traite et il se charge de toute la supply chain, soit, ce qui est plutôt notre cas, c'est le sous-traitant principal qui gère la supply chain. Sachant qu'en tant que sous-traitant, on peut à tout moment avoir un audit inopiné de l'organisme notifié et des autorités. Après, notre quotidien, qu'est-ce que c'est? Notre quotidien, c'est énormément de métrologie et contrôle. Énormément. On doit pouvoir trouver qu'à chaque fois qu'on fait une mesure, c'est la vraie mesure, c'est le vrai chiffre, hein, tout est étalonné, etc. La traçabilité, c'est le maître mot chez nous. On gère des tailles de lots entre 30 et 20 000 pièces jusqu'à 50 000 pièces. Il y a parfois, on démarre une machine et on sait qu'elle va travailler sur la même pièce pendant 6 mois, hein, ou
on a la machine d'à côté qui produit 30 pièces, et puis après, on change de campagne, etc. Donc, ça peut être lourd. Les poids des assurances, c'est important. On est très challengé en termes de on-time delivery. C'est super important. Si nous, on est en retard dans une production et qu'il y a une rupture de stock chez nos clients, ben, il y a une chirurgie qui est décalée. Hein. Donc, c'est pas acceptable. Pour cela, il faut qu'on ait une supply chain robuste. Hein. Il n'y a pas d'excuse, hein. Etc. Là, il y a une série d'autres points, mais la vraie vie nous rattrape. Il y a énormément d'exigences qui nécessitent énormément de choses à mettre en place, qui fait que bah, c'est un travail qui est un peu onéreux, mais comme tout le monde, on est soumis à une concurrence des pays low cost, autant pour les gammes de produits comme d'implants, comme les ancillaires. Donc tout ce qui est marge, toutes les marges un peu confortables qui permettaient de développer votre activité de façon confortable, elles sont plus réduites aujourd'hui et de plus en plus réduites. Bon, ça reste un marché qui n'est pas le marché de l'automobile où on vend une pièce pour gagner 1 centime, mais c'est pas non plus quelque chose qui est. On ne devient pas milliardaire du jour au lendemain. Si je dois partager quelque chose dans notre expérience avec vous, c'est qu'il faut être très technique. L'environnement réglementaire et normatif sont à suivre au quotidien. Ça implique de changements très très importants au niveau de votre système qualité et il faut être up-to-date tout le temps. Il faut connaître le marché avant de se lancer. Même quand vous êtes dans une phase de diversification, nous on est passé du rachis au maxillofacial, à l'orthopédie, etc. Ben, à chaque fois, on découvre des choses nouvelles. Hein. Donc, ce n'est pas seulement une analyse de marché, mais une analyse technique. Hein. Si vous êtes en phase de diversification, que vous n'êtes pas dans le médical et que vous voulez aller dans le médical, faites attention. Votre investissement, votre CAPEX, il est à valider parce qu'on ne peut pas produire. C'est impensable de produire des produits implantables sur des équipements qui ne font pas que de l'implantable au risque de contamination croisée. Donc, nous, Rescoll, aujourd'hui, on a la moitié de l'atelier divisé physiquement pour des choses non implantables, des ancillaires, et l'autre moitié, c'est pour de l'implantable. Donc, parfois, vous allez acheter 2 fois la même machine, vous n'allez pas avoir un taux d'occupation de machine à 100%, parce que vous avez 2 machines, mais parce que vous ne faites pas la même chose. Un, c'est implantable, l'autre non. Ça peut être compliqué de trouver du personnel formé. Bon, en ce moment, à cause de la norme, il y a une pénurie assez importante de gens formés au réglementaire. Donc, si vous voulez embaucher quelqu'un dans le réglementaire, ça va être un peu plus compliqué. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi dans des métiers techniques où c'est compliqué de trouver les compétences. Et si vous n'avez pas la possibilité, si vous démarrez dans cette activité, vous n'avez pas la possibilité de bénéficier, comme nous on a pu le faire, d'une courbe d'apprentissage en côtoyant des gens pendant 4 ans, ben faites-vous accompagner, c'est indispensable. Et Jean-François Biron, par exemple, vous avez là quelqu'un d'excellent. Je te fais la pub, Jean-François. Et si vous êtes dans une situation de diversification,
faites que ça soit une vraie stratégie. C'est pas la diversification dans le médical qui va vous sauver à cause d'une conjoncture type Covid. Ça prend du temps, ça prend énormément de ressources. Mais c'est pas pour vous faire peur. Nous, on l'a fait, ça s'est bien passé, on est content. Et donc, c'est pas moi qui va vous dire n'y allez pas. Mais sachez que il faut l'étudier sérieusement. Moi, je m'arrête là et je suis prêt à répondre à vos questions et on est à vos dispositions tout ce beau monde sur les différentes activités pour vous répondre. Si vous ne savez pas à qui vous adresser, vous pouvez vous adresser à moi directement, je le dispatcherai. Merci beaucoup. Karim, je te rends la main. Merci beaucoup, Constantin, pour ton intervention. Merci à Jean-François. Alors, je vois qu'on a dépassé un petit peu, je suis désolé, mais on va quand même prendre des interventions. Si certains parmi vous veulent prendre la parole pour intervenir et poser directement des questions avant de peut-être prendre des questions qui sont sur le chat ou les questions que vous avez envoyées un petit peu avant. Alors, est-ce que certains d'entre vous veulent prendre la parole et poser la question directement? Moi, j'ai deux questions, sans vouloir couper la parole à quelqu'un d'autre. Allez-y, présentez-vous et puis posez votre question. Anne-Charlotte, Unitech. Unitech, c'est une structure d'accompagnement de start-up, notamment dans le domaine médical. Bonjour Charlotte. Voilà, je suis brève, je pense qu'il y a quelques personnes ici qui me connaissent. Et donc, du coup, moi, la formation, enfin, le webinaire m'intéressait en vue de l'accompagnement de nos startups, hein, du coup. Donc, mes questions sont un peu orientées vers ça. Moi, j'ai un sujet qui se pose souvent, c'est l'auto-certification. Quand on est dispositif médical de classe 1, sauf erreur de ma part, on peut s'auto-certifier. Je voulais voir je voulais vous poser la question et voir exactement avec vous dans quel cas on peut s'auto-certifier. Très bien. Merci beaucoup, Anne-Charlotte. Jean-François, est-ce que tu peux bien répondre à cette question de l'auto-certification? Je ne sais pas si on m'entend. Voilà. Oui, on t'entend. Bon, bonjour Anne-Charlotte. Alors, l'auto-certification, effectivement, était possible pour les classes 1 sous la directive 93-42, sauf pour la partie stérilisation. Si votre dispositif médical classe 1 est stérile, la partie stérilisation relève de l'organisme notifié. Ça change un peu avec le règlement puisqu'il y a deux nouvelles catégories qui rentrent effectivement, qui nécessitent l'organisme notifié. Ça va être les dispositifs médicaux réutilisables et c'est une autre catégorie qui me sort de l'esprit. Il y a une deuxième catégorie qui rentre également dans ce cadre-là. Donc, en gros, ça dépend des types de dispositifs, mais il y a certains types de dispositifs médicaux qui vont effectivement rentrer qui sortent, dont une partie, disons, du dossier technique sort de l'autocertification. La deuxième chose à voir, c'est concernant les logiciels. La quasi-totalité des logiciels qui étaient en classe 1. Oui. Pardon? C'est effectivement oui, la quasi-totalité des logiciels qui étaient en classe 1 passent maintenant en classe 2A avec le nouveau règlement. Mais il y a encore une fenêtre de tir pour s'auto-certifier jusqu'à quelle date? Alors, ça va être, on n'a pas forcément une bonne visibilité par rapport à ça, puisque en théorie, c'est au 26 mai 2021. En pratique, le dossier doit être déposé plusieurs mois avant pour que l'organisme notifié ait le temps de l'examiner et donne absolument le certificat à coup sûr avant la date limite, puisque le 27 mai, il n'a absolument plus le droit. Donc en pratique, ce qu'on avait constaté, puisque avant le Covid, normalement, on devait se caler sur le 26 mai 2020, et en pratique, entre octobre et décembre 2019, tous les organismes notifiés avaient arrêté de prendre des dossiers directifs. Oui. Donc, en gros, si on veut déposer, c'est vraiment tout de suite maintenant,
avant septembre, et ça peut être variable d'un organisme notifié à l'autre. Il y a un point donc, que j'ai pas souligné. Pardon? Oui. Oui, il y a un point que j'ai pas souligné, c'est qu'on a eu jusqu'à 80 organismes notifiés en Europe, donc habilités à décerner des marquages CE pour les dispositifs médicaux. On est aujourd'hui à peine à une quinzaine. Alors c'est les principaux qui sont restés. On va monter en gros on attend une vingtaine d'organismes notifiés, pas plus. Donc en gros, on sait qu'on perd en termes de ressources humaines au moins 25, 30, 35% des ressources qu'on avait avant. Oui, d'accord. Merci beaucoup. Aujourd'hui, c'est un peu la course de trouver un organisme notifié. Hein. C'est le sujet, c'est quel organisme notifié prend les dossiers, quoi, le plus vite. Est-ce que vous avez une... Alors, vas-y Jean-François. C'est un point qui était soulevé lors du chat, c'est effectivement quel délai pour avoir pour un dossier complet. Alors tout dépend de ce qu'on entend effectivement par un dossier complet. Aujourd'hui déjà uniquement pour la partie dépôt à l'organisme notifié, certains organismes notifiés demandent 6 mois voire 1 an de délai pour prendre en compte votre dossier. Pour des produits totalement nouveaux, si vous n'êtes pas déjà avec le même organisme notifié, et si c'est en gros un nouveau produit que vous ajoutez dans la gamme. Et j'en profite pour compléter la question effectivement, qui avait été posée au travers du chat sur les délais. Il y avait aussi la question du coût estimatif pour un dossier. Oui, tout à fait. Alors, les coûts estimatifs, c'est très très difficile afin de donner une réponse précise, puisqu'en fait, tout dépend en fait du dispositif. Tout dépend si c'est très innovant ou si c'est une variante d'un dispositif qui existe déjà. Tout dépend aussi de sa criticité. Donc, il y a plein de paramètres qui vont rentrer en ligne de compte. En termes de délai, moins de 2 à 3 ans pour sortir un dispositif, ça me paraît léger aujourd'hui. Pour répondre aussi à une autre question qui était soulevée en corollaire dans le chat, la clinique aujourd'hui sera quasi obligatoire pour la quasi-totalité des dispositifs, y compris les dispositifs de classe 1. Donc c'est un budget. Et du coup, on arrive, sans mauvais jeu de mots, à la question du coût. Aujourd'hui, moins de 1 million d'euros pour sortir un dispositif, ça me paraît peu. Et ça peut monter pour des dispositifs très critiques, vous voyez, type un cœur artificiel, on va monter à 40, 50 millions d'euros facile. Tout confondu. Merci. Jean-François, il y a des questions sur le... Julien, vas-y, tu voulais poser une question? Oui, juste pour compléter un tout petit peu. Aujourd'hui, pour un dispositif implantable, on est à des budgets relativement simples. On est à des budgets dans le rachis autour de 6-7 millions d'euros. Et pour compléter sur la partie organisme notifié, il y en a beaucoup qui ont arrêté de recevoir des nouveaux clients. Il y a un qui apparemment serait encore en train de recevoir du monde qui serait relativement flexible et réactif, c'est Kiva, K-I-W-A. Mais ce qu'il faut savoir aussi, que si le dispositif médical en question est très innovant, il faut savoir qu'ils ont du mal à embaucher des experts. Il faut trouver des experts, un organisme notifié doit trouver un expert, et c'est pas simple. Alors, à vous entendre, on a quand même pas mal de petites startups qui sont peut-être présentes. Est-ce que les budgets que vous annoncez sont valables pour tout le monde? Je vais répondre sous couvert de Constantin, mais au jour d'aujourd'hui, de toute façon, quand vous faites le budget, en fait, d'où l'intérêt de la roadmap, c'est ce qui va permettre justement de déterminer non seulement le budget, mais à quel moment vous allez avoir besoin des fonds. Quand vous êtes au tout début du projet, vous n'avez pas besoin de beaucoup de budget, et au fur et à mesure que le projet avance, vous avez besoin effectivement de monter en puissance
au niveau de la structure. Et un des points clés, ça va être la clinique. Une étude clinique, on est tout de suite à plusieurs centaines de milliers d'euros. Je vais Après, compléter. tout dépend de. Oui, je vais compléter un petit peu Tout là, dépend tout ce qui a été du dit. domaine. Hein. Allô? Ouais, non, je disais, tout dépend du domaine pour les budgets. Nous, Oui, on est alors dans ça, l'implantable, donc oui, c'est souvent très cher. Il y a d'autres exactement. domaines où c'est beaucoup moins onéreux. Oui, Si on c'est parle exact. de logiciel, plutôt. C'est un petit peu ce que j'allais dire, Sadia, donc la présidente de RD MENA. Je suis par ailleurs également présidente d'Atoxygène et donc on fait également énormément d'essais précliniques dans le domaine des dispositifs médicaux. Donc du coup, oui, le coût il est très variable et effectivement, il n'y a pas de flexibilité par rapport aux nouveaux règlements. Dans l'ancien temps, on pouvait effectivement avoir un petit tissu de pêche et on pouvait avoir le marquage CE parce que c'était le fabricant qui pouvait attester comme quoi son produit était biocompatible ou il pouvait être vendu. Aujourd'hui, le coût, il peut varier d'1 million d'euros jusqu'à, pour un cœur artificiel, par exemple, j'ai mes voisins qui sont en train de développer une pompe cardiaque, ils sont déjà à 15 millions d'euros, alors ils sont en train de faire la preuve de concept, ils ne sont pas encore dans les essais cliniques, ils sont presque pas dans l'implantation, ils ont fait une implantation d'1 mois, mais après il va falloir faire une implantation de 3 ans. Donc du coup, le coût il est très variable. Par rapport au logiciel, ça dépend également de la finalité du logiciel. Si on est dans un logiciel qui va juste faire une surveillance de quelque chose, il n'y a pas de problème, mais pas une surveillance d'un acte biologique où il va donner une mesure importante. J'ai pensé par exemple aujourd'hui à un logiciel pour aider les ophtalmos à avoir une mesure exacte pour sortir des lentilles ou pour corriger le strabisme ou autre. Ça peut également avoir, on peut vous demander vraiment des preuves comme quoi le logiciel fonctionne énormément et également que les mesures soient efficaces. Et donc, il y a effectivement une surveillance. Et on parle tout à l'heure, Jean-François a parlé d'un système informatisé. Le système informatisé ou numérisé, c'est quelque chose aujourd'hui dont les autorités comme l'ANSM est très vigilante. Quand vous avez une data qui est dans un système numérisé, il va falloir être sûr que votre système est bien tracé et qu'il y a une vraie traçabilité. Et quand vous avez une mesure, vous avez bien la bonne mesure qui va être affichée, et parce que c'est pas parce que vous la voyez sur votre ordinateur que effectivement elle est bonne. Donc ça, c'est toutes les questionnements ou toutes les questions que vous devriez vous poser à chaque fois que vous voulez développer quelque chose. Et là, je vais arrêter là. Merci. Peut-être juste un complément, si on est sur un logiciel de surveillance, on est sur quel budget à votre avis? Si vous le souhaitez. Alors, est-ce que parmi ceux qui sont présents, quelqu'un veut prendre la parole pour poser la question directement? Moi, je rebondissais sur ce que disait Sadia. Est-ce que pour un logiciel du coup de surveillance, quel est le budget estimatif pour être classé DM? Budget estimatif pour les... Je vais essayer de répondre. Je rebondis sur ce que disait très justement Sadia. Ça va dépendre là aussi de la complexité de votre logiciel. Tout dépend des fonctions qu'il assure, tout dépend de la complexité du programme. Je vais prendre un exemple personnel avec un de mes clients qui a développé un logiciel, on va dire en rapport avec la glycémie, et qui a prévu, alors ce qu'il faut voir pour certains logiciels, une des stratégies qui peut être intéressante, c'est de développer d'abord un produit dont les applications ne soient pas considérées comme un dispositif médical, et de compléter après par d'autres fonctions qui vont être considérées comme dispositif médical. Ça permet de vendre un produit avec un niveau, disons, d'exigence réglementaire qui est nettement plus faible, et de monter, de récupérer des ventes et de se servir de ces ventes pour financer le reste du projet. Mais bon, rien que pour ça, ils étaient, je ne veux pas dire une bêtise, au départ, je les ai connus, ils étaient une dizaine de développeurs, plus les deux patrons, les deux créateurs. Puis il a fallu embaucher un responsable qualité, un responsable affaires réglementaires. Ils ont rembauché d'autres développeurs. Ils sont aujourd'hui une bonne vingtaine de personnes.
Et le budget, je suis sûr qu'ils ont largement passé le budget d'1 million d'euros pour des fonctions relativement simples par rapport au suivi du diabète. Hein. Merci. Jean-François, une dernière question. Concernant le nouveau règlement, c'est revenu plusieurs fois. Il a été reporté à mai 2021. C'est une vraie opportunité pour la mise en conformité réglementaire. Mais quelles sont les erreurs à ne pas refaire? Parce que finalement, on s'est bien rendu compte que beaucoup de fabricants, ils ont souffert ces derniers mois et ça a été une aubaine de cette annonce du report. Quelles sont, selon toi, les erreurs qu'il ne faut absolument pas refaire pour être conforme d'ici mai 2021? Alors moi je dirais, je suis désolé, je vais être complètement jugé parti puisque c'est mon métier, je suis consultant. C'est faire, si elle n'a pas été fait, la roadmap et vraiment détailler les étapes avec les ressources. Alors on parle surtout des ressources financières, mais il ne faut pas mésestimer les ressources humaines dont on va avoir besoin. Juste pour prendre un ratio, aujourd'hui, une entreprise, des fabricants de dispositifs médicaux, souvent, c'est ce qu'on a vu en début de meeting, l'effectif est très inférieur à celui de la pharma. Une société qui fabrique des dispositifs médicaux qui compte 20 personnes, pendant très longtemps, un responsable qui faisait assurance qualité, affaires réglementaires, ça suffisait. Aujourd'hui, la plupart du temps, il en faut 2. Il faut un responsable qualité, un responsable affaires réglementaires, et encore, ils sont très occupés pour un ratio de 20 personnes. Donc, le message que je ferai passer à ce moment-là, c'est surtout, de prendre un éventail de compétences qui soit large, de manière à ce qu'il n'y ait pas de trou dans la raquette. Et souvent, le niveau d'échec, il est là, c'est qu'on a mésestimé soit les aspects financiers, soit les aspects qualité, soit certains aspects réglementaires, soit on a mésestimé certains aspects cliniques. C'est pas au moment où on démarre la clinique qu'il faut s'apercevoir que le budget va être très supérieur et le temps va être très supérieur à ce qui était envisagé. Je rebondis sur l'exemple de Sadia avec un développement d'une pompe cardiaque. C'est clair que quand on développe ce type de dispositif, il va falloir essayer déjà tester la biocompatibilité, après passer sur l'animal. On va passer sur l'animal avec une implantation qui va être relativement longue pour voir comment l'animal le supporte avant de tenter chez l'homme. Donc tout ça, ces étapes-là, si on les a pas envisagées concrètement, qu'il faudrait prendre, combien de temps ça allait durer, quelle allait être dans les grandes lignes de protocole, on tombe sur des retards de projet qui sont assez conséquents et des dérapages budgétaires qui sont conséquents aussi. Très bien. Constantin, peut-être un petit mot de la fin? Mais, moi, je rebondis sur les derniers commentaires de Jean-François, dans le sens où c'est toujours pareil, la qualité, le réglementaire, c'est loin enfin, on ne peut pas se permettre de le négliger, ni en tant que fabricant réglementaire, ni en tant que sous-traitant. C'est en ce moment que la MDR va être mise en place d'ici 1 an, mais c'est le facteur limitant chez tout le monde. On veut bouger à un process, on veut se faire accréditer par un nouveau client, on veut accréditer un nouveau sous-traitant. Ces gens-là n'ont pas le temps. Hein. Pourtant, c'est juste modifier quelques documents, hein, parce qu'on leur fournit 100% des données, mais ils n'ont pas le temps. Ils sont en train de revoir tout leur dossier, se mettre à jour pour l'MDR. Donc aujourd'hui, c'est extrêmement compliqué. Donc ça, c'est des compétences à absolument ne pas négliger. On a tous, enfin, je parle pour moi, mais on est tous des techniciens et on a tendance à se focaliser là-dessus. Il ne faut pas. Il ne faut pas. La technique, on va y arriver. On va y arriver tout le temps. L'aspect réglementaire, l'aspect qualité et surtout aussi l'aspect financier et commercial, c'est à ne pas négliger. C'est une vraie stratégie qu'il faut monter.
Très Où est-ce bien. qu'on peut trouver les compétences, justement? Il y a des écoles qui forment soit ceux qui savent faire du SMQ ou des écoles qui forment des gens qui sont qualifiés en affaires réglementaires. Il y a l'ICFC à Besançon qui est pas mal. Je crois qu'il y a une école à Lyon aussi. Et je crois qu'il y a un master ici en région, le BIDIM, qui est pas mal. Mais l'ICFC, c'est un peu la référence à Besançon. Ok, ISIFC. ISIFC, je rebondis sur ce que dit Constantin, c'est effectivement l'école qui est le plus adaptée pour la formation des experts qualité réglementaire dispositifs médicaux. C'est vraiment leur fer de lance. Après, il doit y avoir aussi d'autres diplômes, je crois qu'il y en a, je me demande s'il n'y en a pas à Châtenay-Malabry. Je n'ai pas forcément une vision exhaustive de la chose. Par contre, si j'avais un conseil à donner, sur des projets même en start-up, essayez de mettre des gens qui ont déjà un peu d'expérience du sujet, qui vont permettre d'aller plus vite et de ne pas commettre, c'est comme partout, hein, les erreurs des débutants. Très bien. Ça, c'est clair. Ça, c'est une question de budget. Oui, c'est clair. Merci beaucoup à tout le monde de votre participation. Un grand merci à Jean-François et Constantin d'avoir accepté d'animer ces deux interventions. Pour ma part, je vous donne rendez-vous si vous êtes du côté du Pays Basque vendredi prochain, le 3 juillet. On organise un atelier After DM sur le design et les proof of concept des DM. Donc, pour ceux qui seraient intéressés, vous pouvez vous joindre à nous. Je vous ai mis un lien pour voir notre agenda et voir toutes ces informations. Sinon, on se retrouve, si la question de l'évaluation clinique d'EDM vous intéresse, nous organisons au mois de novembre, le 9 et 10 novembre, en marge du Salon de la santé et de l'innovation qui est organisé au Palais des Congrès à Bordeaux, toute une après-midi qui sera dédiée exclusivement à l'évaluation clinique d'EDM, avec une table ronde et trois workshops avec des spécialistes pour débattre de cette question de l'évaluation clinique qui est imposée, comme l'a bien expliqué Jean-François, désormais par la nouvelle réglementation européenne. D'ici là, merci beaucoup. Je vous souhaite une très bonne fin de journée. Et je ne manquerai pas de vous envoyer, donc j'ai la liste de tous les participants, je ne manquerai pas de vous envoyer le lien pour le replay de ce webinaire et avec les intervenants, nous essaierons de répondre à toutes les questions qui ont été posées sur le chat, soit en amont, soit pendant le webinaire, et on en fera une petite foire aux questions. Merci beaucoup, très bonne journée à tout le monde et au plaisir de vous retrouver à une autre occasion.